Ma fille a dit, le meilleur cadeau serait d'avoir un père convenable, pas un raté pathétique comme toi. Ma femme était d'accord. Alors, j'ai rendu la voiture que je lui avais offerte, j'ai déménagé et j'ai demandé le divorce. Ce que j'ai fait ensuite les a laissées toutes les deux dans la panique. Salut, Reddit. Ma fille a dit cela lors de son anniversaire, après s'être moquée du cadeau que je lui avais acheté. Tu m'as humilié devant mes amis, a-t-elle dit. Et ma femme s'est contentée d'opiner du chef, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Alors, je leur ai donné à toutes les deux une leçon qu'elles n'oublieront jamais. Je m'appelle Jacob, 54 ans, je suis un homme et je vis à Traverse City, dans le Michigan. J'ai été mécanicien toute ma vie d'adulte. 31 ans à m'écorcher les articulations, à respirer de la poussière de frein, avec cette odeur d'huile de moteur qui ne part pas, peu importe à quel point on frotte. Je possède maintenant mon propre atelier, Sheridan Auto. 6 postes de travail et une réputation de travail honnête. Elle s'appelle Paige, c'est ma fille. La fille que je portais sur mes épaules dans les foires du comté, parce qu'elle voulait voir par-dessus la foule. La fille qui a pleuré dans ma chemise quand son premier petit ami l'a larguée. Je suis resté assis là, à lui tapoter le dos comme un idiot, en lui disant qu'elle méritait mieux. Apparemment, elle était un peu trop d'accord avec cette dernière partie. Elle a 26 ans. Je l'ai élevée depuis qu'elle n'était qu'une patate hurlante enroulée dans une couverture. J'ai changé les couches, payé l'appareil dentaire, et je lui ai appris à conduire sur un parking derrière le Creuset, le samedi, quand sa mère était trop occupée à se faire les ongles. Et voilà ce que j'ai reçu devant ses amis pour son anniversaire, alors qu'une voiture à 32,000 $ attendait dans l'allée, ornée d'un nœud que j'avais mis 20 minutes à nouer. La fête était l'idée de Paige. Elle voulait quelque chose de grandiose pour ses 26 ans. Une fête dans le jardin avec ses amis, son fiancé, et assez de décorations pour faire croire aux voisins que nous avions perdu la tête. Ma femme, Colline, s'est occupée de l'organisation. Moi, je me suis occupé de la facture. C'est comme ça que ça fonctionnait depuis 28 ans de mariage. J'ai passé la semaine précédant la fête à accrocher des guirlandes lumineuses dans le jardin, à installer des tables, et à transporter des chaises depuis le magasin de location, parce que Paige insistait sur le fait que le mobilier de jardin en plastique faisait trop ringard. Au moment où les premiers invités sont arrivés, j'étais déjà fatigué. Mais j'ai souri, serré des mains, fait la conversation avec des gens que je connaissais à peine, et j'ai attendu le bon moment pour sortir le cadeau. Je prévoyais cette voiture depuis des mois. La vieille Honda de Paige était à bout de souffle, brûlant de l'huile et faisant des bruits qui m'empêchaient de dormir la nuit, de peur qu'elle ne tombe en panne sur une route isolée. Une Mazda CX-30. Fiable, sûre, économique en essence. J'en ai essayé 3 avant de choisir celle avec les meilleures notes de sécurité. Je l'ai même prise dans sa couleur préférée, ce bleu foncé qu'elle montrait toujours du doigt quand nous passions devant le concessionnaire. L'expression sur son visage, quand elle l'a vue, n'était pas de la déception. C'était du dégoût. Une Mazda, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Papa, sérieusement? J'ai senti l'ambiance changer complètement. Une vingtaine de personnes se sont soudainement montrées très intéressées par la table des amuse-gueules. Son fiancé, un type nommé Chester qui vendait des assurances, restait là, les bras croisés, comme s'il regardait un spectacle. Elle est toute neuve, ai-je dit. 32,000 $, meilleure note de sécurité, 4 ans de garantie. C'est une Mazda, a-t-elle répété, comme si je lui avais tendu un vélo auquel il manquait une roue. Tu sais que je voulais une BMW. On en a parlé. Maman t'a montré celle que j'aimais. Celle-là commençait à 55,000 $, Paige. Et alors, tu possèdes une entreprise, non? J'ai regardé ma fille à ce moment-là. Je l'ai vraiment regardée. Les mèches coûteuses dans ses cheveux, le sac de créateur pendu à son épaule, la bague de fiançailles que les parents de Chester avaient probablement payée, parce que ce gamin ne pouvait pas s'offrir une bague en bonbons avec sa propre commission. Elle n'avait jamais fait un travail qui lui donnait des courbatures à la fin de la journée. Elle n'avait jamais eu à choisir entre réparer sa voiture et payer son loyer. Elle n'avait jamais compris que l'argent venait de quelque part, d'heures passées courbées sous des capots, dans un atelier où il faisait 38 degrés en juillet. Puis, elle a lâché cette bombe. Tu sais quoi, a-t-elle dit, et je jure qu'elle a jeté un coup d'œil à ses amis pour s'assurer qu'ils écoutaient. Le meilleur cadeau serait d'avoir un père convenable, qui m'offre réellement ce que je veux. On aurait pu entendre une mouche voler.
Je me suis tourné vers Colline, debout près de la porte arrière, un thé glacé à la main. Ma femme depuis 28 ans. Son expression disait tout avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Tu l'as humiliée devant ses amis avec cette voiture pathétique, a dit Colline. À quoi tu t'attendais? J'ai hoché la tête une fois. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais été trop têtu pour voir pendant des années. Je n'étais plus un mari ni un père. J'étais un distributeur de billets avec un pot. Très bien, ai-je dit. L'expression de Paige a changé. Elle s'attendait à une dispute, elle s'attendait à ce que je me défende, peut-être à ce que je m'excuse. C'était certainement ce que j'avais toujours fait par le passé. J'ai arraché le nœud de la Mazda, je l'ai mis en boule, et je l'ai jeté dans la poubelle près du garage. Ensuite, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Pas de cris, juste le ronronnement doux du moteur. Mon frère vit à 20 minutes de la ville, dans une maison qu'il a construite lui-même sur 3 étés, quand il était encore marié. Le mariage n'a pas duré, mais la maison, si. C'est tout Victor, ça. Tout ce qu'il touche s'effondre ou tient pour toujours. Pas de juste milieu. Vic a 4 ans de plus que moi. Il a traversé son propre divorce il y a 8 ans. Son ex-femme a emmené les enfants dans l'Ohio et l'a laissé avec rien d'autre que la maison et un passe-temps pour le travail du bois, qui a commencé comme une distraction et est devenu une obsession. Il a 2 fils qu'il voit 2 fois par an s'il a de la chance. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que je traversais, c'était bien lui. Il était sur son Porsche quand je suis arrivé, les pieds posés sur la rambarde, regardant le coucher du soleil. « Belle voiture », a-t-il dit quand je suis sorti. « Elle est à toi. » Elle était censée être pour Paige. Son cadeau d'anniversaire. Il a haussé un sourcil. Était? Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Toute la scène horrible dans l'allée. Chaque mot que ma fille a dit, chaque mot que ma femme n'a pas eu besoin de dire parce que son visage parlait pour elle. Vic a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a juste hoché la tête lentement, comme s'il y réfléchissait. « Tu peux rester dans la chambre d'amis, » a-t-il dit. « Aussi longtemps que tu en as besoin. » J'ai attrapé le sac de voyage que je garde dans mon camion pour les urgences et je l'ai suivi à l'intérieur. La chambre d'amis était petite mais propre. Un lit simple, des murs nus, une fenêtre qui donnait sur les bois derrière sa propriété. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai regardé mes mains pendant un long moment. De la graisse sous les ongles, des cicatrices sur les articulations, les callosités permanentes qui ne partaient jamais. Ses mains avaient reconstruit des transmissions, remplacé des chaînes de distribution, fait économiser des milliers de dollars aux clients en détectant les problèmes tôt. Ses mains avaient aussi construit une cabane dans les arbres pour Paige quand elle avait 7 ans, lui avait appris à lancer une balle de baseball quand elle en avait 9, et l'avait aidé à emménager dans son premier appartement quand elle avait 22 ans. Apparemment, rien de tout cela ne valait autant qu'un logo allemand sur un capot. Le lendemain matin, j'ai ramené la Mazda chez le concessionnaire. Le vendeur qui m'avait aidé, un jeune type nommé Denny, qui avait passé 1 heure à s'assurer que j'avais exactement ce que je voulais, a semblé confus quand je suis entré. « Tout va bien avec le véhicule, monsieur Sheridan ?» « Le véhicule va bien, ai-je dit. La situation a changé. J'ai besoin de vous la revendre. » Il a grimacé. Les concessionnaires ne reprennent pas les voitures neuves. Tout le monde le sait, mais ils achètent des véhicules. Et une Mazda vieille de 3 jours avec 75 km au compteur était aussi proche du stock neuf qu'il pouvait l'espérer sans déballer le plastique. Denny a fait venir son directeur, un type pour qui j'avais fait des travaux de freinage quelques années auparavant. On a parlé chiffres. Ils m'ont offert 26,000 $. J'ai contre-attaqué à 28,000 $. On s'est mis d'accord sur 27,000 $, ce qui signifiait que je perdais environ 7,000 $ après les taxes et les frais, sur une voiture qui avait à peine quitté le parking. Une leçon coûteuse, mais moins chère qu'une vie entière de ressentiment. J'ai signé les papiers, je les ai regardés traiter le chèque, et je suis sorti avec un portefeuille plus léger et l'esprit plus clair. Vic m'attendait quand je suis rentré, assis dans son atelier avec de la sueur sur sa chemise en flanelle et un fauteuil à bascule à moitié fini entre les genoux. « Tu l'as rendu, ai-je dit. »« Bien. » Il n'a pas levé les yeux de son ponçage. « Et maintenant ?» Je m'étais posé la même question toute la matinée. Mon téléphone affichait 25 appels manqués, un mélange de Colline et de Paige. Je n'avais écouté aucun message vocal.
Pas besoin. Je savais comment ça allait se passer. Tu réagis de manière excessive. Tu es dramatique. Tu ramènes tout à toi. Je vais voir un avocat, ai-je dit. Vic a arrêté de poncer et m'a regardé pour la première fois. Divorce ? 28 ans de mariage, et elle a traité un cadeau de 32,000 $ de pathétique. Elle ne s'est pas contentée de prendre le parti de Paige. Elle en a rajouté devant tout le monde. Il a posé son papier de verre et s'est essuyé les mains sur son jean. Tu es sûr de toi ? Ce n'est pas juste la colère ? Je suis en colère, ai-je admis. Mais je réfléchis aussi clairement. Vic a hoché la tête. Je connais un type. Celui que j'ai utilisé. Il a noté un nom et un numéro sur un morceau de bois et me l'a tendu. Léonard, Traverse City. J'ai appelé le lendemain et j'ai pris rendez-vous pour une consultation à la fin de la semaine. La réceptionniste a demandé s'il s'agissait d'une affaire contestée ou non contestée. Je lui ai dit que je n'en savais honnêtement rien pour l'instant, mais que j'avais le sentiment que ce ne serait pas amical. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un petit centre commercial, entre un salon de manucure et une sandwicherie. Pas exactement impressionnant. L'homme lui-même correspondait au bureau. Milieu de la soixantaine, barbe grise, lunettes de lecture perchées sur le nez. Parlez-moi de vos actifs, a-t-il dit après que nous ayons couvert les bases. Je lui ai tout expliqué. La maison, achetée il y a 22 ans, payée 9 ans en avance parce que je faisais des heures supplémentaires dès que j'en avais l'occasion. L'atelier, que j'avais construit à partir de rien avec un prêt pour petite entreprise que j'avais remboursé intégralement il y a 8 ans. 2 véhicules, des comptes de retraite, un compte d'épargne que je constituais discrètement depuis des années sans le dire à Colline, parce qu'elle traitait l'argent comme s'il poussait sur les arbres. Léonard a pris des notes, posé des questions, et émis des sons qui pouvaient être de l'approbation ou de l'inquiétude. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise et m'a étudié. Le Michigan est un état de répartition équitable, a-t-il dit, pas de communauté de biens. Le tribunal divise les actifs en fonction de ce qui est juste, pas nécessairement 50-50e. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Ça signifie que nous pouvons faire valoir que les actifs que vous avez apportés au mariage, ou ceux que vous avez construits indépendamment, devraient peser en votre faveur. Votre entreprise, par exemple. La contribution de votre femme à cette entreprise sera évaluée. Elle n'a jamais mis les pieds dans mon atelier, sauf pour se plaindre de l'odeur. Il a presque souri. Documentez tout. Plus vous avez de dossiers, meilleure sera votre position. Je documentais tout depuis des années sans même m'en rendre compte. Déclaration fiscale, reçus d'entreprise, journaux d'entretien pour chaque véhicule que nous avions possédé. Je suis mécanicien. La paperasse, c'est la moitié du boulot. Chaque réparation est notée. Chaque pièce a un reçu. Chaque heure est consignée. Ce week-end-là, Vic m'a aidé à déménager le reste de mes affaires de la maison. Colline n'était pas là. La voiture de Paige était dans l'allée, par contre. La vieille Honda dont je m'étais inquiété, brûlant toujours de l'huile, faisant toujours ses bruits. Vic avait emprunté une remorque à un ami, et nous l'avons chargée avec tout ce qui était clairement à moi. Les outils du garage. La collection que je constituais depuis mon premier emploi à 17 ans. Le fauteuil inclinable que mon père m'avait laissé. Du cuir usé et des ressorts qui grincent, sans valeur pour personne d'autre que moi. Des boîtes de photos d'avant le mariage. Nous avons fait 3 voyages. Le premier était le plus facile, des choses dont Colline ne remarquerait pas l'absence. Le deuxième était plus dur, des objets avec une histoire commune pour lesquels je devais décider si je devais me battre. Le troisième, c'était juste moi marchant à travers la maison une dernière fois. C'est le garage qui m'a le plus touché. J'avais passé des centaines d'heures dans cet espace, à apprendre à Paige à changer son huile, à reconstruire des carburateurs lors de projets du week-end, simplement à exister dans un endroit qui semblait être le mien. L'établi était couvert d'outils que je laissais derrière moi. Trop gros pour être déplacé, trop intégré à la maison pour être pris sans bagarre. Ça va, a demandé Vic quand je suis sorti. Ça ira. Tu fais vraiment ça, a dit Vic alors que nous attachions le dernier chargement. Ouais. Il m'a tapé sur l'épaule. Il était temps. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi suivant. Je les ai fait signifier à la maison à un moment où je savais que Colline serait là. L'huissier m'a appelé après pour confirmer la livraison, sa voix totalement plate.
Elle semblait surprise, a-t-elle dit. Je parie qu'elle l'était. La réaction de Colin est arrivée 3 jours plus tard, quand elle s'est présentée chez Vic à l'improviste. J'étais dans le garage, aidant Vic à finir le fauteuil à bascule, quand sa voiture est entrée dans l'allée. Le moteur tournait mal. Je pouvais entendre le cliquetis à 6 mètres de distance. Elle avait probablement besoin de nouvelles bougies d'allumage et d'un nettoyage des injecteurs, mais ce n'était plus mon problème. Elle est sortie, l'air de ne pas avoir dormi. Les cheveux en désordre, le maquillage étalé, le genre de négligence que Colin ne laisserait jamais personne voir en temps normal. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai ressenti quelque chose comme de la culpabilité. Puis je me suis souvenu de l'expression sur son visage quand elle a qualifié de pathétique un cadeau de 32,000 $. Tu as demandé le divorce, a-t-elle dit. Ce n'est pas une question. Ouais. Sans même me parler d'abord. Parler nécessite 2 personnes qui veulent vraiment écouter. Tu as été assez clair sur le camp que tu as choisi. Elle a croisé les bras, son mouvement défensif habituel. Tu jettes 28 ans à la poubelle à cause d'une mauvaise soirée. J'ai posé le tournevis que je tenais et je lui ai accordé toute mon attention. Une mauvaise soirée, Colin ? Ce n'était pas une mauvaise soirée. C'était 28 ans à être considéré comme acquis, couronné par toi qualifiant mon cadeau de pathétique et notre fille souhaitant avoir un père différent devant tout le monde, le jour de son anniversaire. Elle ne le pensait pas comme ça. Alors comment le pensait-elle ? Elle n'avait pas de réponse. Vic avait discrètement disparu dans la maison, nous laissant de l'espace. Je veux la maison, a-t-elle finalement dit. Paige et Chester se marient au printemps prochain. On a besoin de l'espace pour le mariage. J'ai failli rire. Se pointer pour marchander de l'immobilier alors que les papiers du divorce n'étaient même pas encore secs. Il fallait du culot. Léonard Voss s'occupe de tout ça, ai-je dit. Demande à ton avocat de l'appeler. Léonard Voss ? Ses yeux se sont plissés. Tu utilises l'avocat du divorce de Victor ? Ouais. Jacob, c'est de la folie. On peut arranger ça. Tu es juste contrarié. Je ne suis pas contrarié, ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'en ai fini. Grosse différence. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant quelque chose sur mon visage. Le vieux Jacob, peut-être. Celui qui reculait, aplanissait les choses, faisait des chèques pour faire disparaître les problèmes. Ce type-là était parti. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit. On verra bien. Elle est remontée dans sa voiture et est partie, le moteur cliquetant toujours. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne sur la route principale, puis je suis retourné à l'intérieur pour finir le fauteuil à bascule. Vic était dans la cuisine en train de faire du café. Comment ça s'est passé ? À peu près comme tu t'y attendais. Il m'a tendu une tasse. Tu sais qu'elle va jouer sale. Je compte là-dessus. J'ai pris une gorgée. Laisse-la faire. J'ai 31 ans d'archives et un avocat. Les semaines suivantes ont été un flou de paperasse et de préparation. Léonard Voss valait chaque centime. Il a sorti des dossiers dont j'ignorais même l'existence. Il a retrouvé la documentation de chaque achat majeur, chaque contribution au ménage, chaque fois que j'avais sorti Colin d'un trou de carte de crédit qu'elle avait creusé elle-même. L'image qui s'est dessinée n'était pas jolie. Au fil des ans, j'avais remboursé plus de 60,000 $ de dettes de cartes de crédit que Colin avait accumulées. Des grands magasins, des achats en ligne, des déjeuners et des dîners qui s'additionnaient pour atteindre des centaines de dollars par mois. Elle vivait au-dessus de nos moyens depuis des années, et j'avais été trop concentré sur le maintien de la paix pour la confronter. Pendant ce temps, mon entreprise s'était développée. Sheridan Auto était passé de 3 postes de travail à 6, de 2 employés à 5. L'atelier valait près de 400,000 $ maintenant, construit entièrement sur ma réputation et mon travail. Colin n'avait jamais contribué une seule heure. Léonard a tout étalé dans un tableau qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Actif, passif, contribution, retrait. Quand j'ai vu les chiffres côte à côte, je me suis senti malade. Pas à cause de ce que j'avais perdu, mais à cause de la durée pendant laquelle j'avais laissé faire. C'est solide, a dit Léonard en tapotant le tableau. Très solide. L'avocat de votre femme poussera probablement pour une médiation avant le procès. Laissez-les pousser, ai-je dit. Je ne prendrai pas moins que ce qui est juste.
L'atelier est devenu l'endroit où je vivais, en gros. Je me suis jeté dans le travail, prenant chaque tâche qui passait la porte, restant tard pour rattraper la paperasse, arrivant tôt pour préparer les postes de travail. Mes gars ont remarqué le changement, mais n'ont rien dit. Il y a quelque chose dans le travail moteur qui vous vide la tête quand vous ne voulez pas penser à votre vie personnelle. La concentration qu'il faut pour traquer un problème, tracer une panne, réparer quelque chose qui était cassé. Chaque voiture que je remettais en marche ressemblait à une victoire alors que tout le reste était le chaos. Une semaine, un client m'a apporté une vieille Mustang que 3 autres mécaniciens avaient abandonnée. Calages intermittents, aucune cause claire. Le genre de problème qui vous donne envie de pousser la voiture dans un lac. J'y ai passé 2 jours, j'ai retracé le problème jusqu'à une fissure capillaire dans une conduite de vide qui ne s'ouvrait que lorsque le moteur atteignait une certaine température. Le client a failli pleurer quand je lui ai remis les clés. Ça faisait du bien. Vic passait tous les mardis avec le déjeuner. C'est devenu notre truc. Il arrivait vers midi avec des sandwichs de l'épicerie en bas de la rue, et on mangeait dans mon bureau pendant qu'il me parlait de son dernier projet de menuiserie, et je le mettais au courant du divorce. L'avocat de Colin insiste lourdement sur la maison, lui ai-je dit un mardi. Il dit qu'elle y a droit en tant que domicile familial. Qu'est-ce que dit Léonard? Qu'on peut contre-attaquer. L'hypothèque a été payée avec mes revenus. Son nom est sur l'acte, mais elle n'a jamais mis un centime dans les paiements. Vic a hoché la tête. Tu as encore des traces de tout ça? Chaque chèque, chaque relevé bancaire, chaque confirmation de paiement remontant à 22 ans. Il a souri. Ça, c'est mon frère. Page m'a contacté un mois après le début de la procédure. Pas un appel, pas une visite, un SMS. 4 mots, c'est de ta faute. Ma faute. J'avais travaillé 60 heures par semaine pour lui donner tout ce qu'elle voulait. J'avais payé son université quand elle a abandonné après 2 ans. J'avais payé son appartement quand elle ne pouvait pas payer le loyer. J'avais payé sa voiture, son assurance, ses soins dentaires. Les maths ne collaient pas, mais le sentiment d'avoir tous les droits ne colle jamais avec la réalité. Je n'ai pas répondu au SMS. La médiation a eu lieu fin octobre. Salle de conférence dans un immeuble de bureau du centre-ville, tout en verre et en chrome. Colin s'est présenté avec son avocate, une femme élégante nommée Hélène, qui avait l'air de facturer $500 de l'heure juste pour un contact visuel. Léonard et moi étions assis en face d'elle. Le médiateur, un juge à la retraite nommé Franklin, était assis en bout de table comme s'il animait un jeu télévisé très ennuyeux. Colin voulait la maison, la moitié de ma retraite et une pension alimentaire. Son avocate a présenté cela comme une compensation équitable pour 28 ans en tant que femme au foyer et épouse de soutien. J'ai gardé un visage impassible pendant que Léonard exposait notre version. Les tableaux sont sortis, les relevés bancaires, la documentation de chaque achat majeur, chaque dette que j'avais remboursée, chaque contribution que j'avais faite au ménage. Le visage d'Hélène a changé en parcourant les documents. Elle s'attendait clairement à une histoire différente de celle que montraient les chiffres. On pouvait pratiquement la voir repenser toute son approche. Mon client a construit son entreprise à partir de rien, a dit calmement Léonard. Il a remboursé la maison familiale avec les revenus de cette entreprise. Il a couvert plus de $60,000 de dettes de carte de crédit accumulées par Madame Sheridan au fil des ans. L'idée qu'il devrait maintenant céder la moitié de tout à quelqu'un qui n'a rien contribué financièrement est franchement insultante. Le visage de Colin est devenu rouge. J'ai élevé notre fille pendant qu'il travaillait. Paige a 26 ans, a répondu Léonard. Elle n'a pas eu besoin d'être élevée depuis près d'une décennie. Qu'avez-vous contribué depuis lors? Le médiateur a demandé une pause. Nous sommes sortis dans le couloir et Léonard m'a pris à part. Ils vont revenir avec quelque chose de plus raisonnable, a-t-il dit. Hélène sait que son dossier vient de prendre un coup. Que pensez-vous qu'ils vont offrir? Probablement la maison en échange de l'abandon de la pension alimentaire. Peut-être une plus petite part de la retraite. J'y ai réfléchi. La maison où j'avais vécu pendant 22 ans. Laissez-leur la maison, ai-je dit. Je n'en veux plus. Léonard a hoché la tête. Et pour l'entreprise? Pas touche. Elle ne touche pas à l'atelier. Quand nous sommes rentrés, Hélène a présenté une offre révisée. La maison, 30% de la retraite, pas de pension alimentaire. Léonard a contre-attaqué avec la maison,
15% de la retraite, et une rupture nette. Ils ont accepté. En sortant de ce bâtiment, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La maison était partie, mais elle avait cessé de ressembler à un foyer il y a longtemps. L'argent était gérable, et Sheridan Auto était toujours à moi. Chaque clé, chaque pont élévateur et chaque poste de travail. Vic m'attendait sur le parking. Il avait insisté pour me conduire. Alors, a-t-il demandé. C'est fait. La maison est à elle. L'atelier est à moi. Il m'a tapé sur l'épaule. Alors allons fêter ça. Je te paie le dîner. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Première neige mi-novembre. Le genre qui reste et rend tout le monde malheureux. J'ai emménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville, un 2 pièces avec vue sur le parking et des voisins qui restaient dans leur coin. J'ai passé Thanksgiving chez Vic, juste nous deux à manger des sandwichs et à regarder le football, parce qu'aucun de nous ne savait cuire une dinde sans la transformer en danger biologique. Il avait fini le fauteuil à basculer, me l'a présenté comme si c'était un trophée. Magnifique travail, finition lisse, chaîne parfaitement équilibrée, sélectionnée à la main dans une scierie à 3 heures de route, parce que Vic ne fait rien à moitié. Les joints étaient serrés. Les courbes semblaient justes. Le tout était construit pour durer des générations. Je l'ai mis sur mon balcon et je m'y asseyais tous les matins avec mon café. Tu deviens philosophe avec l'âge, a dit Vic quand il m'a surpris là-bas un matin. J'apprends à apprécier les petites choses, ai-je répondu. Paige s'est mariée en mars. Je n'ai pas été invité. J'en ai entendu parler indirectement par un cousin qui parlait encore aux deux côtés de la famille. Petite cérémonie, lieu dans le jardin, le même jardin où elle m'avait dit que je n'étais pas un père convenable. Drôle comment les choses tournent. Les parents de Chester ont tout payé, selon le cousin. La robe, le traiteur, le photographe. Colin a fourni le lieu, ce qui était en réalité ma contribution puisque j'avais tondu cette pelouse pendant 22 ans. Mais qui comptait encore, à part moi? Je n'ai pas envoyé de cadeaux, pas envoyé de cartes, j'ai juste laissé la journée passer comme n'importe quel autre mardi. Le printemps a apporté quelques changements. L'atelier était plus occupé que jamais. Le bouche-à-oreille remplissait mes postes de travail avec plus de boulot que mes gars ne pouvaient en gérer. J'ai embauché 2 autres mécaniciens, des jeunes tout juste sortis de l'école professionnelle qui me rappelaient moi-même il y a 30 ans affamés, désireux d'apprendre, prêts à faire des heures. Je construisais quelque chose de nouveau. Pas seulement l'entreprise, mais une vie qui ne tournait pas entièrement autour de gens qui ne m'appréciaient pas. J'ai rejoint une ligue de bowling avec Vic, ce qui semble ringard jusqu'à ce qu'on réalise que c'est juste une excuse pour traîner et lancer des objets lourds sur des quilles en bois une fois par semaine. Notre équipe s'appelait les pièces de rechange, ce que je trouvais malin. On était nuls. Constamment à la dernière place, mais personne ne s'en souciait. C'était 2 heures chaque jeudi où la seule chose qui importait était de faire tomber des quilles et de parler de rien d'important. J'ai commencé à cuisiner pour moi-même au lieu de manger des plats à emporter tous les soirs. Il s'avère que je ne suis pas mauvais quand j'essaie vraiment. Ça faisait du bien de faire quelque chose de mes mains qui n'impliquait ni moteur ni clé à molette. J'ai même adopté un chien au refuge, un vieux bâtard grincheux nommé Bruno, qui avait été ignoré par tous ceux qui cherchaient des chiots. Il avait 8 ans et la personnalité d'un videur à la retraite. La dame du refuge a dit qu'il était là depuis 6 mois et que personne ne voulait de lui. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Bruno et moi, on se comprenait. On avait tous les deux été laissés pour compte par des gens qui voulaient quelque chose de plus neuf. Et on avait tous les deux décidé que rester amer à ce sujet était une perte de temps. Il n'avait pas besoin de grand-chose, juste de nourriture, de promenade, et de quelqu'un avec qui s'asseoir pendant que le soleil se couchait. Je pouvais faire ça. J'avais passé des décennies à faire plus pour des gens qui l'appréciaient moins. L'idée du classeur m'est venue une nuit alors que je parcourais de vieilles déclarations fiscales pour l'atelier. J'avais tout gardé, chaque reçu, chaque relevé, chaque trace de chaque dollar qui était passé entre mes mains au cours des 3 dernières décennies. Paige avait l'habitude de se moquer de moi pour ça. Elle me traitait d'accumulateur. Elle disait que les gens normaux jetaient ces trucs. Les gens normaux ne finissaient pas par avoir besoin de preuves qu'ils avaient passé une vie entière à soutenir des membres de la famille ingrats. Il s'avère que ma paranoïa était en fait de la préparation. J'ai commencé à assembler le tout de la même manière que j'abordais la reconstruction d'un moteur compliqué. Section par section, année par année. Les paiements des frais de scolarité de l'université depuis son inscription.
puis le remboursement que je n'ai jamais eu quand elle a abandonné après 2 ans parce qu'elle avait décidé que l'école était ennuyeuse. Le loyer de l'appartement pour les 3 endroits différents où elle avait vécu quand elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Les primes d'assurance automobile que j'ai continué à payer même après qu'elle ait été assez âgée pour s'en occuper elle-même. Il y avait les frais médicaux quand elle s'est cassé le bras au ski à l'université, un voyage que j'avais aussi payé. Les relevés de carte de crédit de l'époque où elle a maxé sa première carte à 22 ans et que je l'ai renflouée. Les soins dentaires quand elle s'est cassé une dent et n'avait pas de couverture. Les réparations de voitures d'urgence quand elle ignorait les voyants d'alerte jusqu'à ce que quelque chose casse vraiment. Les chiffres s'additionnaient à un peu plus de 140,000 $. C'est ce que j'avais mis dans Pej au-delà des bases comme la nourriture, le logement et les vêtements. 140,000 $, sans compter l'inflation, sans compter les intérêts que j'avais perdus en vidant mes économies encore et encore au lieu de les laisser fructifier. J'ai tout mis dans un classeur noir avec des onglets et des étiquettes, organisé comme un dossier judiciaire, juste des faits. Sur la couverture, j'ai écrit 4 mots, ce que j'ai donné. Vic l'a vu lors d'une de ses visites du mardi, l'a ramassé, l'a feuilleté, et a laissé échapper un sifflement bas. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» a-t-il demandé. Pas encore sûr. Peut-être rien. Peut-être tout. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'années. Il a posé le classeur et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. Tu sais que ça ne changera pas leur façon de voir les choses. Je sais, mais ça pourrait changer la façon dont tous les autres voient les choses. Il est resté silencieux 1 minute, puis il a hoché la tête. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien. Envoie-les aux personnes qui comptent. Laisse les faits parler d'eux-mêmes. L'opportunité s'est présentée 6 mois plus tard, comme si elle avait attendu le bon moment. Pej et Chester ont acheté une maison. J'en ai entendu parler par le même cousin qui me tenait au courant des affaires de famille. Un bel endroit dans un lotissement au nord de la ville. 3 chambres, garage pour 2 voitures. Le truc avec l'achat d'une maison, c'est qu'il faut un bon crédit et un revenu solide. Le boulot d'assureur de Chester ne rapportait pas exactement des millions, et Pej travaillait à temps partiel dans une boutique, gagnant à peine plus que le salaire minimum. Alors, comment ont-ils pu payer la compte? Les chiffres ne collaient pas, et je suis doué avec les chiffres. Le cousin a comblé les vides. Colin avait contracté un prêt sur valeur domiciliaire sur la maison que je lui avais donnée. Elle a utilisé l'argent pour aider Pej et Chester avec le raconte. 40,000 $ empruntés sur la valeur nette que j'avais construite avec 30 ans de travail moteur et d'heures supplémentaires. La même maison que j'avais payée en avance. La même maison que j'avais abandonnée pour maintenir la paix. Maintenant, elle finançait une autre génération de sentiments que tout leur est dû. Je n'aurais pas dû être surpris. Mais entendre ça à voix haute, entendre que mon travail avait été transformé en cadeau pour la fille qui avait publiquement souhaité un père différent, quelque chose en moi s'est juste tu. Vic a remarqué le changement quand il est passé ce mardi-là. Tu as ce regard, a-t-il dit en posant son sandwich. Quel regard? Celui que tu as juste avant de faire quelque chose de vraiment intelligent ou de vraiment stupide. Il m'a étudié 1 seconde, puis a hoché la tête. Quoi que tu prévois, assure-toi juste que tu pourras vivre avec après. C'est la seule règle. Je pouvais vivre avec. C'était ça le truc. J'avais passé 28 ans à me mordre la langue et à vivre avec des choix que je n'avais pas faits. Celui-ci serait le mien. J'ai fait des copies de tout ce qu'il y avait dans le classeur. 27 pages de documentation, plus une lettre de couverture expliquant ce que chaque section montrait. Ensuite, je l'ai envoyé aux 2 seules adresses qui comptaient. La sœur de Colin, qui avait toujours semblé comprendre mon point de vue, et les parents de Chester, qui pensaient apparemment avoir élevé un fils autonome épousant une femme autonome. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour. Je n'ai pas inclus de notes demandant de la sympathie ou de la compréhension. Juste les faits exposés clairement, et j'ai laissé les gens tirer leurs propres conclusions. À partir de là, ça s'est répandu comme les choses se répandent dans les petites villes. Quelqu'un le dit à quelqu'un qui le dit à quelqu'un d'autre et, en 1 semaine, la moitié du comté connaît vos affaires. Les choses ont commencé à s'effondrer en 1 semaine. Les parents de Chester ont appelé Pej pour avoir des réponses. Pourquoi avait-il entendu dire que Jacob avait payé pour son université, son appartement, sa voiture? Pourquoi avait-il pensé que Pej était financièrement indépendante alors que les chiffres disaient le contraire? Ils avaient aidé à payer la maison de leur fils,
seulement pour découvrir que leur belle-fille venait avec beaucoup plus de bagages qu'annoncé. Les conversations n'étaient pas amusantes. La mère de Chester, d'après ce que j'ai entendu, a utilisé le mot « tromper » plus d'une fois. Son père a posé des questions pointues sur les autres surprises à venir. La sœur de Colin a appelé Colin. Ça ne s'est pas bien passé non plus, selon le cousin. Beaucoup de cris, beaucoup d'accusations, des années de drame familial explosant enfin. Colin avait apparemment raconté à son côté de la famille que j'étais le fou, que j'avais abandonné ma famille pour rien. Le classeur racontait une histoire différente. Sa sœur a commencé à poser des questions auxquelles Colin ne voulait pas répondre. Chester a aussi commencé à poser des questions auxquelles Paige ne voulait pas répondre. Le cousin a dit qu'il y avait de la tension, des disputes, de longs silences s'étirant sur des soirées entières. La lune de miel des jeunes mariés était terminée, remplacée par ce qui arrive quand vous réalisez que votre partenaire a plus d'antécédents que ce pour quoi vous avez signé. Les parents de Chester avaient apparemment poussé pour une thérapie de couple. Paige leur avait apparemment dit de ne pas s'en mêler. Ça s'est passé à peu près aussi bien que vous pouvez l'imaginer. J'ai entendu tout cela indirectement par le téléphone arabe familial. Je n'ai pas pris contact, je n'ai pas jubilé, je n'ai rien fait qui pourrait ressembler à remuer le couteau dans la plaie. Voici le truc avec les faits, ils n'ont pas besoin que vous les défendiez. Vous les exposez et vous laissez les gens faire le calcul. Colin pouvait raconter l'histoire qu'elle voulait, mais elle ne pouvait pas discuter avec des relevés bancaires. Paige pouvait dire qu'elle était indépendante toute la journée, mais le reçu disait autre chose. Colin a essayé de me contacter une fois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était court. J'espère que tu es content de ce que tu as fait. Je l'étais, sincèrement. La confrontation a eu lieu un dimanche soir, à la fin de l'automne. J'étais sur mon balcon avec Bruno quand une voiture est entrée dans mon complexe d'appartements. La voiture de Paige, la même Honda dont je m'étais inquiété pendant des années, qui roulait encore on ne sait comment. Elle est sortie lentement, comme si elle n'était pas sûre de vouloir être là. Elle a pris son temps pour marcher jusqu'à mon immeuble, puis pour monter les escaliers. Le coup à ma porte était hésitant. J'ai ouvert et j'ai regardé ma fille pour la première fois en plus d'1 an. Elle avait l'air épuisée, plus vieille que ses 27 ans. Le genre de fatigue qu'on a quand on comprend que le monde ne va pas vous donner ce que vous voulez. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Le balcon, c'est très bien. Nous nous sommes assis là, elle sur la chaise d'appoint, moi et le fauteuil à bascule que Vic avait fabriqué. Bruno l'a reniflé une fois, a décidé qu'elle ne valait pas son temps, et est retourné à son lit près de la porte coulissante. Les parents de Chester ne veulent même plus nous parler, a-t-elle dit. Ils sont furieux. Ils pensent que j'ai menti sur tout. Est-ce le cas? Elle a esquivé la question. Ils n'avaient pas besoin de savoir tous ces vieux trucs. Le passé est ce qui a construit ton présent. Tu crois que cet acompte venait de nulle part? Cette maison que ta mère a hypothéquée? Je l'ai payée avec mes mains. Chaque dollar qu'elle t'a donné a commencé par moi. Tu n'étais pas obligé de le dire à tout le monde. Non, ai-je convenu. Je ne l'étais pas. Mais tu n'étais pas obligé de me traiter de père pathétique devant tes amis non plus. Les actions ont des conséquences. C'est quelque chose que tu aurais dû comprendre il y a longtemps. Elle m'a fixé, pendant une seconde, j'ai vu l'enfant qui avait accidenté son vélo et était venu vers moi en courant avec les genoux en sang. La fille qui me faisait confiance pour que tout aille bien. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que ça n'arrange rien, mais je suis désolé. Désolé que ce soit arrivé, ou désolé que tu te sois fait prendre. La question est restée en suspens. Elle n'avait pas de réponse rapide, ce qui me disait tout. Je veux arranger ça, a-t-elle finalement dit. Je veux récupérer mon père. Je me suis balancé doucement. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Je ne suis jamais parti. Tu m'as poussé dehors. Toi et ta mère, debout dans cette allée, faisant clairement comprendre que rien de ce que je faisais ne serait jamais suffisant. Je t'ai donné 26 ans de ma vie et tu me l'as jeté à la figure parce que j'ai acheté la mauvaise marque de voiture. J'étais stupide. J'étais gâté. Je comprends ça maintenant. Vraiment? Parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et le comprendre réellement. Tu peux savoir que tu as blessé quelqu'un sans comprendre pourquoi c'était important. Elle s'est essuyé les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le-moi juste et je le ferai.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vois-tu, c'est tout le problème. Tu veux que je te tende un script, que je te dise comment agir pour que tout redevienne comme avant. Mais comme c'était avant? C'était toi qui prenais et moi qui donnais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Et après? Tu veux arranger ça? Mérite-le. Ne te contente pas de débarquer avec un désolé en t'attendant à ce que tout aille bien. Commence à être quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'elle a jeté. Quand tu pourras me regarder dans les yeux et me dire ce que tu as réellement changé, pas juste ce pourquoi tu te sens mal, alors peut-être qu'on parlera. Et si je le fais, alors peut-être qu'on aura une conversation. Mais je ne fais pas de promesses. Et je ne vais pas rester assis à attendre pendant que tu décides si je vaux l'effort. Maintenant, je me fais passer en premier. Si c'est trop dur pour toi, la porte est là. Elle est restée assise là un moment, à digérer tout ça. Je voyais qu'elle voulait argumenter, qu'elle voulait riposter, mais elle a tenu sa langue. Peut-être qu'elle avait enfin appris que cette attitude n'allait pas gagner cette fois-ci. Je vais essayer, a-t-elle dit doucement. Essayer, c'est un début. Elle est partie quelques minutes plus tard. La tête basse. Pas de câlin, pas de grandes promesses. Rien de la scène dramatique avec maquillage que j'attendais à moitié. Elle a juste marché jusqu'à sa voiture et est partie. Le moteur faisait toujours un bruit bizarre. Ce serait probablement le cas jusqu'à ce qu'elle apprenne à prendre soin des choses elle-même. Bruno est ressorti et s'est couché à mes pieds. Je l'ai gratté derrière les oreilles et j'ai regardé les dernières lueurs du jour s'estomper. Je ne savais pas si Paige irait vraiment jusqu'au bout. Je ne savais pas si elle avait en elle la capacité de changer de la manière dont la réparation réelle des choses l'exigeait, mais c'était son problème maintenant, pas le mien.